Bon midi tout le monde. Oh mon Dieu, j'ai oublié de mettre mes écouteurs. Un instant, un instant. Attendez un petit peu. Ça va aller mieux comme ça. Bon, alors, bon midi tout le monde. J'avais oublié de mettre mes écouteurs ce midi pour que vous m'entendiez bien. On va monter le son aussi. Bon, super. Alors, ce midi, on parle d'un grand sujet, d'un sujet qui préoccupe beaucoup de gens. Je l'entends beaucoup lors de mes consultations privées. On parle du sucre, souvent perçu comme le gros méchant, surtout là dans ces années-ci. On a toutes sortes de croyances par rapport au sucre, ou bien on en est obsédé, ou bien on en a très peur, ou les deux simultanément. Donc, on va essayer de vraiment démystifier toute la question du sucre aujourd'hui. Donc, quelle quantité vraiment on peut consommer? Quels sont les effets néfastes des excès de sucre? C'est quoi la différence entre le sucre blanc, le miel, le sirop d'érable, donc toutes les sortes de sucre qu'on peut mettre dans les recettes. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des différences? Et aussi, quelques trucs pour diminuer sa consommation. Puis juste avant de commencer là, avec les effets du sucre sur la santé, je vais vous donner quelques statistiques par rapport au sucre. Là où il y a vraiment une augmentation dans les dernières années, c'est au niveau des boissons sucrées. Les boissons énergisantes, donc tout ce qui est Red Bull, les boissons qui vont donner là, de l'énergie, qui vont contenir beaucoup de sucre et beaucoup de caféine. Il y a eu une augmentation en 2004 et 2015 de 638 de la consommation de ce genre de boissons-là. Les cafés sucrés, qu'on va aller chercher là, avant d'aller travailler, 579 d'augmentation. Les eaux aromatisées sucrées, 527 d'augmentation de consommation. Yogourt à boire, 283 d'augmentation. Les thés sucrés, 36 d'augmentation. Et les boissons pour sportifs, les gens Gatorade, 4 d'augmentation. Il y a des gens qui prennent ça maintenant comme boisson, comme pour boire finalement de l'eau durant la journée sans nécessairement en avoir besoin, sans qu'il y ait eu un exercice physique intense. Donc, il y a une grande augmentation de la consommation de sucre qui provient des boissons sucrées. Alors, c'est vraiment un groupe de produits que l'on doit surveiller énormément. Et j'ajouterais, là, j'avais pas la statistique exacte dans le tableau, mais j'ajouterais aussi comme source de sucre qu'on sous-estime, c'est les boissons alcoolisées sucrées, que ce soit les Smirnoff Ice, toutes les petites boissons d'été qu'on aime tant, qui sont tellement, oui, bonnes, rafraîchissantes, contiennent beaucoup de sucre et d'alcool en même temps. Puis c'est traite parce que le fait que ces boissons-là soient sucrées, on a moins une impression de boire de l'alcool. Pourtant, on prend simultanément deux produits qu'on devrait consommer avec modération. Donc, il y a vraiment un problème du côté des boissons sucrées. Et si on regarde le pourcentage de nos calories qui devrait provenir du sucre au maximum, là, selon l'Organisation mondiale de la santé, on ne devrait pas avoir plus de 10 de nos calories quotidiennes qui viennent des sucres libres. Les sucres libres, c'est vraiment tout ce qui est boissons sucrées, les jus de fruits rentrent là-dedans, le sucre qui est ajouté dans nos différents produits, là, que ce soit dans le yogourt, dans les céréales, dans le ketchup, dans tout le sucre qu'on met dans nos recettes de muffins, de gâteaux, etc. Donc, pas plus que 10 de nos calories devraient provenir du sucre. Mais quand on regarde la consommation, entre autres, là, chez les jeunes de 14 à 18 ans, le sucre représente 17,1 des calories totales. Donc, c'est beaucoup plus que le fameux 10 Chez les adultes, on est à 14 de nos calories qui viennent du sucre. Chez les enfants de 2 à 8 ans, c'est quand même 15,5 Donc, pour tous les groupes d'âge, on dépasse la recommandation de 10 Puis moi, je considère que quand même, 10 de nos calories de la journée qui provient du sucre, c'est quand même ça nous donne quand même une certaine latitude. Là, vous allez dire, ça représente quoi 10 de nos calories sous forme de sucre dans la journée? Disons qu'on prend une personne de grandeur moyenne, on va me prendre moi, je mesure 5 pieds 8, donc j'ai des besoins caloriques probablement autour de 2000 calories par jour. Donc, 10 de mes calories quotidiennes
qui proviennent du sucre, pour moi, ça représente à peu près 50 grammes de sucre libre par jour que je peux consommer sans penser que je vais développer des problèmes de santé et qui vont juste me permettre d'avoir du plaisir là, à manger. Ça donne bon goût le sucre. Hein? C'est naturel d'aimer le sucre. Là, ça, il faut le dire dès le départ. Donc, 50 grammes de sucre par jour, c'est quand même une bonne quantité, mais ça peut aller très vite. Parce que si, par exemple, on prend là, j'en avais pas à la maison parce que oui, je l'avoue, je n'achète vraiment pas de boisson gazeuse typique, là. J'ai d'autres sources de sucre, vous allez voir, mais pas de boisson gazeuse, mais une canette typique là, de Coke ou de Pepsi ou de 7-Up. Bon, pas les light, pas les diètes, là, vraiment les versions originales, ordinaires. Ça contient 40 grammes de sucre. Donc, si moi, je me prends un Coke ce midi, ben j'ai presque tout le sucre que je peux consommer dans une journée, dans une seule canette. Alors, ça monte très vite lorsqu'on est dans les boissons sucrées ou dans les jus. Parlant de jus, évidemment, c'est tentant quand on voit un jus comme ça où c'est marqué fait de concentré, jus 100% pur. Donc, on se dit, ben, c'est comme prendre des fruits. Mais non, pas tout à fait, parce que dans le fond, on a juste extrait le sucre et l'eau du fruit. On n'a pas les fibres qui sont à l'intérieur pour nous rassasier. Donc, dans un produit, dans un jus comme celui-ci, pour une tasse de jus, une tasse, c'est ça, là, j'ai une tasse à mesurer. Pour une tasse de jus, j'ai 30 grammes de sucre libre. Libre veut dire pas de fibres, donc il y a pas de, ça va être absorbé très rapidement. Alors, ça peut aller très vite si on consomme beaucoup de sucre liquide, finalement. Il y a des gens, des fois, qui vont s'inquiéter, par exemple, de la quantité de sucre dans leur céréales, dans leur yogourt, dans les assaisonnements. Oui, il faut quand même regarder les étiquettes. Par contre, des fois, c'est beaucoup moins ce qu'on retrouve, par exemple, dans les céréales à déjeuner. Si je regarde ici des Cheerios, miel et noix. Donc, il y a du miel, alors c'est sûr qu'il y a du sucre. Je regarde pour 3/4 de tasse parce qu'il faut toujours aller voir dans le tableau la portion qui est marquée. Et là, on va aller voir dans le tableau le sucre. Je ne sais pas si je l'ai bien pointé, oui. Donc, j'ai 9 grammes de sucre dans 3/4 de tasse de ces céréales-là. Alors, si moi, je peux aller jusqu'à 50 grammes dans ma journée, ben, tu sais, j'ai à peu près un 20% là, de mes apports en sucre en prenant ces céréales-là. Donc, 9 grammes, ben, c'est considéré correct. C'est pas une très, très grande quantité. On va souvent dire de choisir des produits qui ont 6, 7, 8 grammes maximum par portion. Donc, à 9 grammes, on n'est pas si pire. Puis, il faut toujours aussi regarder la portion qu'on consomme. C'est sûr que si moi, je prends 2 bols de Cheerios, miel et noix, donc, admettons que j'ai 2 tasses de Cheerios dans mon déjeuner, ben là, ça va peut-être me donner plus 22, 23, 24 grammes de sucre. Alors, il faut toujours regarder la portion que l'on consomme. Si on y va vers d'autres genres de produits, bon, ici, le ketchup, ça dépend tout le temps. Il y a des gens qui utilisent le ketchup avec modération. C'est juste un petit accompagnement, un petit assaisonnement. Mais donc, si on prend juste une cuillère à table, on a 4 grammes de sucre. C'est pas si mal. Mais si on est très ketchup et qu'on en prend 3, 4 cuillères à table, ça peut monter assez vite. Donc, sans devenir obsessif sur les étiquettes puis tout calculer, ça vaut la peine des fois juste d'aller voir la quantité de sucre qui est marquée sur l'étiquette. Et on a souvent dit que, bon, il fallait regarder aussi la liste des ingrédients, évidemment, mais vous allez voir que le sucre se cache sous différents noms. C'est pas toujours marqué sucre comme tel. Donc, évidemment, ça peut être miel, ça peut être sirop d'érable, ça peut être cassonade. On peut voir aussi glucose, fructose, sirop de maïs, mélasse, sirop d'agave, fructose tout seul. Il y a beaucoup de noms, sirop de malt. Tout ça, ça cache la présence de sucre. Alors, on peut lire les ingrédients, mais si on veut vraiment avoir la valeur précise de sucre ajouté dans le produit, on va voir l'étiquette. Mais là encore, tu sais, c'est pas encore facile pour le commun des mortels de déchiffrer les étiquettes parce que si, par exemple, j'ai des céréales qui contiennent des raisins secs dedans, donc le sucre des raisins secs va être calculé, le sucre naturel des raisins secs va être calculé dans la quantité dans le chiffre qui va être marqué sur l'étiquette. Alors, des fois, il faut être capable de se dire, bon, il y a 12 grammes de sucre dans mes céréales, mais il y en a une partie qui vient des raisins, donc une partie qui est naturelle. Et ça, oui, je vous l'accorde, ça devrait être indiqué, sucre naturel, sucre ajouté.
C'est pas fait encore. On espère que ça va venir dans les prochaines années au niveau de l'étiquetage nutritionnel. Un autre exemple de ça, c'est les yogourts. Quand on regarde la quantité de sucre dans les yogourts, il y a une partie du sucre qui est le lactose. Donc, si j'ai un 10 grammes de marqué de sucre dans ma portion de yogourt, il y a un nombre de grammes qui vient du lactose, qui est le sucre naturel du yogourt, et du lait, en fait. Et il y a une partie qui est le sucre ajouté dans le yogourt. Vous allez le voir d'ailleurs, si vous regardez une pinte de lait, donc du lait, c'est sans sucre ajouté, vous allez voir que dans une tasse de lait, il y a 10 grammes, je pense, là, de sucre, mais c'est 10 grammes de lactose. Donc, c'est un sucre naturel. Alors, en plus de lire les étiquettes, il faut aussi aller voir la liste des ingrédients. Quand on voit justement que dans la liste des ingrédients, il n'y a aucun sucre ajouté, alors ça veut dire que le sucre que l'on voit sur l'étiquette, c'est un sucre naturel. Bon, c'est pas évident, ça devrait être plus simple que ça, mais ça ne l'est pas. En tout cas, on espère, comme je le disais, que les étiquettes vont être vraiment plus claires là, dans les prochaines années. Quels sont les effets de consommer trop de sucre? Bien, on parle vraiment de consommation en excès. On dit que les boissons sucrées particulièrement contribuent au gain de poids et sont associées à un risque plus élevé de diabète type 2 et de maladies cardiovasculaires, particulièrement les boissons sucrées. Pour les autres apports en sucre, lorsqu'ils sont, dans le fond, bien répartis au cours de la journée, tu sais, un petit peu de sucre dans nos céréales, un petit peu de sucre dans notre yogourt, un peu de sucre dans le ketchup, et que c'est accompagné d'autres ingrédients santé, que ce soit un repas, par exemple, où il y a des protéines, où il y a des fibres, mais qu'on va aller prendre, par exemple, un petit biscuit à la fin, ça n'aura pas toujours le même impact. Donc, alors qu'une boisson sucrée prise en plein milieu de l'après-midi, c'est beaucoup de sucre en une seule fois. Souvent, un sucre aussi qui va être sous forme de glucose fructose, qui va être absorbé encore plus rapidement et qui a plus de risques d'occasionner des problèmes à long terme quand on en consomme vraiment trop. Mais c'est totalement faux de dire que de consommer un peu de sucre, c'est automatiquement nuisible. Alors, c'est là où je tiens vraiment à peser sur cette information-là pour enlever la culpabilité, puis pour enlever aussi la recherche de la perfection en nutrition qui n'est pas nécessaire pour être en santé. Donc, un peu de sucre, un peu de dessert, même s'il y a une journée où au lieu d'avoir 50 grammes de sucre, vous être à 70, 80, mais que le lendemain, finalement, ben, vous en consommez presque pas. Il y a aussi une question de moyenne là-dedans. On sait tous que lorsqu'on a, par exemple, un party de fête, là, il y a du gâteau qui est offert. Des fois, il va y avoir justement de la liqueur, bon, des boissons sucrées. Cette journée-là, on a probablement dépassé nos quantités de sucre recommandées. Mais le lendemain, si c'est lundi et qu'on mange des repas équilibrés, qu'il n'y a pas de gros desserts prévus au menu, on va probablement avoir des apports en sucre plus bas et au niveau de la moyenne, ça va être bien correct. Donc, il faut vraiment regarder ce qu'on consomme dans le quotidien, observer beaucoup notre consommation de boissons sucrées alcoolisées, de boissons sucrées tout court et peut-être essayer d'ajuster surtout au niveau de ces apports-là. Il y a aussi, j'ai un exemple justement, hier, ma fille qui a reçu un petit kit pour faire la cuisine, donc avec un petit livre de recettes, c'est juste des recettes très sucrées là, de bonbons, de biscuits. Donc, je veux l'encourager à cuisiner maison. Donc, on a fait une recette de biscuits qui était dans son livre et là, c'était vraiment la recette traditionnelle, hyper sucrée, hyper grasse. Là, il y avait une tasse de beurre, une tasse et demie de sucre, mais bon, pas d'agent de conservation, c'était quand même fait maison. Et ça a donné des petits biscuits hyper sucrés. Est-ce que c'est grave? Non, dans la mesure où quand on mange en pleine conscience, c'est-à-dire que lorsqu'on mange des aliments en pleine conscience, on va justement être en mesure de dire à un moment donné, ouf, ce biscuit est très sucré et après en avoir mangé souvent, on va constater que c'était une dose vraiment grande de sucre. Pour les gens qui vont dire, non, mais moi, là, quand ça commence, j'ai rien qu'envie de continuer d'en manger de plus en plus. Il faudrait voir aussi, est-ce que avant de manger l'aliment très sucré, est-ce que vous aviez très faim? Et là, c'est peut-être juste une question qu'il faudrait accompagner, par exemple, le biscuit très sucré d'un yogourt, d'un verre de lait, de noix, pour aller nous rassasier davantage, puis éviter là, d'avoir juste une dose de sucre élevée, par la suite une baisse d'énergie qui nous amènerait à avoir encore besoin de sucre.
Donc, quand on mange quelque chose de très sucré, essayons d'être encore plus en pleine conscience, le déguster, constater qu'à un moment donné, oups, je pense que là, j'ai atteint ma dose et peut-être l'accompagner d'un aliment protéiné pour être rassasié puis pas avoir besoin d'en manger plusieurs. Puis éviter aussi de manger du sucre quand on a très faim. Ça va être plus difficile à ce moment-là de s'arrêter parce qu'on va être dans un état où on est en hypoglycémie et là, on a une sensation et un besoin de sucre à ce moment-là qui va être plus difficile à contrôler là, si on avait très faim, on se sentait fatigué. Donc, il n'y a pas de, je dirais, le but, c'est pas de manger que des galettes santé, que des muffins faits avec de la purée de dattes. Là, je vais en parler quand même des alternatives. Des fois, on peut aller vraiment vers des desserts plus sucrés, mais si on s'écoute bien, on peut réaliser qu'on en a moins besoin, de moins grande quantité. Et on essaie de l'accompagner de quelque chose qui est un peu plus protéiné. Donc, c'est quoi les différences au niveau des différents sucres? Donc, évidemment, on connaît notre sucre national, là, le fameux sirop d'érable. On est tellement chanceux d'avoir la production de sirop d'érable au Québec. Vous savez que beaucoup de gens dans d'autres pays nous envient d'avoir ce nectar. Mais c'est du sucre pareil. Donc, c'est pas vrai de dire que de mettre 3-4 cuillères à table de sirop d'érable dans mon gruau, c'est moins pire que de mettre du sucre blanc. Pas vraiment. Bon, le sirop d'érable, oui, il va apporter peut-être quelques oligo-éléments, quelques minéraux parce qu'il provient c'est une source naturelle, mais il est concentré à 99% et plus de glucose, donc c'est du sucre. Alors, même pour le sirop d'érable, on doit y aller avec modération, mais j'encourage d'utiliser ça comme source de sucre parce que c'est un produit local, ça vient de chez nous et c'est peu transformé, mais c'est sucré pareil. Le miel, c'est un peu le même discours. Donc, le miel, c'est aussi un sucre plus naturel qui est fabriqué par les abeilles, mais c'est aussi très, très concentré en sucre. Regardez, si j'aurais une cuillère à soupe, une cuillère à table donc de miel, c'est 15 grammes de sucre. La même chose pour le sirop d'érable, une cuillère à soupe. Là, ici, c'est encore de tasse. Il y en a peut-être un petit peu moins dans le sirop d'érable, mais tu sais, c'est pas une différence significative. Donc, c'est des sucres plus naturels, mais dont on doit quand même modérer la consommation. Bon, le sucre blanc est-il plus poison que ces sucres-là? Non. Comme je vous dis, j'encourage d'aller vers des aliments moins transformés, d'aller vers des produits locaux pour notre économie, pour l'environnement. Mais ça serait une erreur de dire que le sirop d'érable, c'est à volonté et le sucre blanc, oh, c'est un poison. Sucre blanc et cassonade, il n'y a pas une grosse différence. Dans la cassonade, il reste un petit peu de traces de mélasse. Donc, il y a peut-être quelques traces d'oligo-éléments. Mais encore là, ça va être plus une question de goût. Il y a des recettes qui goûtent meilleur avec la cassonade, par exemple une croustade aux pommes. Donc, on va privilégier ce sucre-là. Mais c'est pas mal un équivalent au sucre blanc. Il y a des sucres dans les magasins de produits santé naturels, là, des sucres de canne biologique où là, effectivement, on a vraiment pris tout le sucre de canne et on a conservé là, la mélasse, les mélasses naturelles. Effectivement, c'est moins transformé, il va peut-être avoir un peu plus de minéraux, mais ça demeure quand même très concentré en sucre. Fait qu'il faut faire attention quand même aux versions moins raffinées de sucre. Il ne faut pas penser qu'on peut les prendre à volonté. Il faut toujours regarder la quantité, le gramme de sucre par cuillère à soupe ou par tasse, puis essayer d'ajuster, essayer de diminuer. Donc, quand on est dans les sucres hyper concentrés, c'est pas mal tous des équivalents, mais encourageons donc nos produits locaux. Puis, je suis juste au niveau du goût, là, je veux dire, c'est meilleur de mettre du sirop d'érable dans son gruau que de mettre, il me semble, du sucre blanc. En tout cas, moi, je trouve ça meilleur parce que le sirop d'érable a des arômes là, vraiment exceptionnels. Dans les substituts, comment on peut substituer un peu de sucre concentré dans nos recettes? Bien, bon, il y a des gens justement qui vont vouloir arrêter le sucre blanc puis utiliser justement le sirop d'érable et le miel. Donc, si dans une recette, on veut remplacer une tasse de sucre par du sirop d'érable, il va falloir enlever 100 millilitres de liquide dans la recette. Par exemple, s'il y avait du lait dans la recette de muffin, on retrancherait 100 millilitres de liquide parce que le sirop d'érable apporte du liquide.
Si on veut remplacer une tasse de sucre avec du miel, on va mettre 3/4 de tasse de miel au lieu d'une tasse et on va retrancher 45 millilitres de liquide dans la recette. Et où là, j'ai vraiment un penchant, c'est vers les sucres de fruits pour sucrer nos recettes, nos desserts. Alors, il y a trois sources intéressantes. Vous avez sûrement entendu parler de la compote de pommes pour sucrer nos recettes. Les fameuses bananes trop mûres qu'on fait congeler puis qu'on décongèle par la suite. Et les dattes. Donc, la purée qu'on fait avec les dattes. Pourquoi c'est intéressant de faire ça à base de fruits? C'est que là, on va avoir des minéraux, on va avoir des fibres. Donc, un avantage. Dans la compote de pommes, il y a de la vitamine C. Donc, là, oui, c'est vraiment avantageux, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des sucres pareils. Mais au moins, ce sont des sucres qui proviennent des fruits, qui viennent avec des fibres. Donc, ça serait intéressant de remplacer là, des quantités de sucre par des purées de dattes. Comment on fait une purée de dattes? J'ai mis la référence là, dans mon live du site Internet de Madame Labrisky, qui est la pro des recettes à base de dattes et de compote de pommes. Donc, elle n'utilise aucun sucre dans ses recettes, aucun gras ajouté non plus, aucun sucre ajouté, aucun gras ajouté. Elle réalise là, des exploits en nous proposant là, des recettes hyper moelleuses, hyper savoureuses, mais qui n'ont pas de sucre ni de gras ajouté. Donc, vous avez la référence si vous voulez aller voir quel livre elle a publié. Donc, elle met de la purée de dattes dans presque toutes ses recettes. Comment on fait une purée de dattes? Bon, on va faire bouillir à peu près 1,5 tasse de dattes dénoyautées. Excusez, 1,5 tasse d'eau. On fait bouillir 1,5 tasse d'eau et on ajoute 500 grammes de dattes dénoyautées et hachées. On laisse mijoter à feu moyen pendant 10 minutes et après ça, on réduit ce mélange d'eau et de dattes en purée. On peut même la congeler, en congeler d'avance. Et lorsqu'on vient pour faire une recette qui demande la purée de dattes, ben on en a déjà de prête. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on va aller chercher vraiment tout ce qu'il y a de nutriments dans la date complète. Même chose pour les bananes, on sait qu'ils sont riches en potassium. Ça donne vraiment un bon goût, une belle texture. Donc, compote de pommes, bananes, dattes ou tout autre fruit séché qu'on pourrait ajouter en morceaux dans la recette. Lorsqu'on ajoute des canneberges, lorsqu'on ajoute des raisins secs, des abricots séchés, on ajoute du sucre qui va nous permettre de diminuer la quantité de sucre dans la recette. Donc, c'est sûr que quand on y va avec essai-erreur, on peut avoir, si on coupe trop le sucre, des fois, on peut avoir un produit qui va être plus sec. C'est pour ça que c'est important quand même de regarder des tableaux de substitution pour que ça donne quand même un bon résultat final. Je voulais vous parler, c'est vrai, de la question du chocolat. Bon, vous savez qu'il y a le chocolat au lait qui est assez populaire. Il y a le chocolat noir aussi qui est populaire. C'est sûr que les deux ont il y a une grande quantité, il y a une grande différence dans la quantité de sucre dans les deux produits. Quand on prend une barre de chocolat typique là, au lait, là, par exemple une Oreo, Aéro, c'est Aéro, je pense que oui, on va avoir à peu près 25 grammes de sucre. Si on prend la même quantité de chocolat noir à 80%, donc la même quantité qu'une barre Aéro, on va avoir entre 7, 8, 9 grammes de sucre. Donc, on a beaucoup moins de sucre dans du chocolat noir parce qu'il y a plus de cacao, moins de sucre. Donc, c'est une façon, si on aime beaucoup le chocolat, de diminuer sa consommation de sucre. Mais encore là, il y a des gens qui vont dire, moi, j'aime pas le chocolat amer, j'aime pas le chocolat noir, ça ne satisfait pas. Donc, il faut aussi y aller avec ses goûts. Ou quelqu'un qui aimerait garder quand même son petit chocolat au lait, ben, pourrait prendre un morceau de chocolat au lait, un morceau de chocolat noir. Il y a toujours moyen de faire des 50-50. Je vous parlais du jus tout à l'heure. Oui, le jus est très concentré en sucre libre, mais on peut le matin, si on adore le jus le matin, c'est un réveil matin joyeux. Il y en a beaucoup qui me disent ça. On peut prendre, au lieu de prendre une tasse de jus, on pourrait mettre une demi-tasse de jus et le compléter avec une demi-tasse d'eau ou carrément juste prendre une demi-tasse. Donc, on coupe de moitié, de 50% notre quantité de sucre. Cherchez pas à couper le sucre à 100%. Le risque, si vous faites ça, c'est que vous allez avoir des rages, des compulsions de sucre. Il y a des gens qui vont dire, je fais le défi un mois sans sucre ou un mois sans alcool. Alors, il y a toutes sortes de défis par rapport à la nutrition. Dans mon expérience de nutritionniste en pratique privée depuis 25 ans,
je vous avoue que ce que je vois quand les gens font ça, après, c'est des gens qui vont avoir des compulsions, des rages, ils vont finalement avoir des apports très élevés après le mois du défi. D'autres personnes, il y a quand même toujours des exceptions. Il y a des gens, des fois, qui vont avoir réalisé que, ils ont découvert d'autres choses. Leur goût de sucre a diminué un petit peu. Ça dépend toujours jusqu'à quel extrême ça a été fait. Mais faire toujours attention à l'effet rebond de la restriction sévère. Effet rebond, c'est qu'on peut avoir des compulsions, on peut ne pas avoir de fond par la suite pour les aliments sucrés, si c'est ça qu'on a coupé. Et vaut mieux gérer une quantité, avoir une consommation modérée, s'occuper de notre besoin aussi au niveau des papilles gustatives. J'en ai souvent parlé dans mes présentations que pour être satisfait après un repas, il faut avoir une satisfaction physique, donc ne plus avoir faim, mais être confortable, mais aussi avoir trouvé notre repas bon. Et parfois, ça demande qu'il y ait un peu de sucre. Je suis certaine que la plupart des gens qui m'écoutent, là, vous aimez les repas asiatiques, thaïlandais, mais pourquoi? C'est que dans leur sauce, il y a un mélange d'acide, de sucré, d'amer, de salive, d'amande, et finalement, ça comble nos papilles gustatives. Donc, chercher à tout couper, c'est souvent pas la solution, mais on y va on y va quand même avec une consommation modérée. Si on regarde là, toutes les tartinades aussi, ça peut, le matin, là, on peut vraiment avoir des déjeuners sucrés si on ne fait pas attention. Par exemple, si vous allez avec du Nutella ou de la confiture, vous avez pris un jus de fruits avec ça et qu'il n'y a aucune protéine, là, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de boisson de soya, il n'y a pas de noix, vous risquez finalement, c'est ça, d'avoir un apport élevé en sucre au déjeuner sans être très rassasié et vous allez avoir faim très rapidement. Donc, le mieux, c'est quand on répartit notre consommation de sucre là, tout au cours de la journée. Donc, on peut en avoir un petit peu dans nos céréales. On pourrait avoir le midi un petit morceau de chocolat noir ou des fois, on va le prendre via les fruits, ce qui est l'idéal. Puis le soir, par exemple, là, bon, il fait plus chaud. On pourrait avoir une petite boule de crème glacée. Là, une demi-tasse de crème glacée, c'est à peu près 15 grammes de sucre. Donc, quand c'est bien réparti comme ça et qu'on assume que c'est normal d'aimer le sucre, mais qu'on n'abuse pas, votre santé va être aussi bonne qu'une personne qui en mange jamais, jamais. C'est comme ça pour plusieurs choses en nutrition. C'est le fameux équilibre, la modération. Pas toujours facile à appliquer, mais c'est vraiment la voie les changements modérés, ou en tout cas des apports modérés dans les aliments plus transformés, c'est ce qui va être le plus durable à long terme. Et c'est ça qui va faire qu'on va conserver une bonne relation à la nourriture. Donc, en résumé, là, je vous dirais, bon, on peut manger du sucre, le corps est capable d'en gérer une certaine quantité. On parle de 40 à 50 grammes là, de sucre par jour ajouté ou de sucre libre là, chez les adultes. Faites attention. Où je dis vraiment un bémol, c'est les boissons sucrées, les liqueurs, les jus, les boissons alcoolisées sucrées. C'est là qu'il faut vraiment faire un effort pour modérer sa consommation parce que souvent, dans une seule portion, on a tout le sucre qu'on peut manger dans une journée. Donc, on fait attention à ça et essayer peut-être des recettes avec des sucres plus naturels, provenant de fruits, bananes, compotes, dattes, utiliser nos sucres qui viennent de chez nous, sirop d'érable, miel. Et je vous ai mis en référence aussi un excellent ouvrage. J'ai pris beaucoup de mes informations aujourd'hui dans ce livre-là. Sucre, vérité et conséquences, écrit par une de mes collègues nutritionnistes, Catherine Lefebvre. Impact sur la santé et la planète, un excellent livre que je vous conseille de lire si le sujet vous intéresse, parce que là, j'ai pas parlé de tout l'aspect environnemental de la production de sucre, de canne à sucre notamment. Pour les gens qui veulent aller plus loin, c'est un excellent livre et aussi toutes les recettes de Mme Labrisky là, qui vont vous permettre d'utiliser la purée de dattes, la compote de pommes. C'est aussi des bons livres de référence au niveau des recettes. Alors là-dessus, ben, je vous souhaite d'avoir des petits plaisirs sucrés régulièrement. Et on se parle la semaine prochaine avec un autre sujet. Je ne sais jamais vraiment d'avance, là, donc suivez-moi et on se reparle. Ça va être mercredi par contre pour la semaine prochaine. On revient avec nos mercredis live vu que les congés sont passés. Bye bye!